Leslie, infirmière aux urgences. On se bat pour avoir des conditions de travail dignes, on se bat pour avoir du matériel, on se bat pour avoir des médecins, on se bat pour avoir une localisation pérenne de notre service qui est un service spécifique et a besoin d'être dans des locaux adaptés. On se bat de manière plus générale pour la population, on se bat pour nos patients, voilà, et on se bat pour le respect. En termes de manque de moyens et de matériel, ça part du matériel le plus basique, c'est-à-dire du papier, des gants. Sincèrement, on manque de tellement de choses que après ça, ce sont des petites choses. On manque de couches pour changer nos patients, on manque de brancards, on a beaucoup de brancards qui sont défectueux. Encore dimanche, un patient qui est tombé parce que la ridelle du brancard ne tenait pas. On manque de respirateurs pour les patients qui sont intubés ventilés. On manque de scope pour pouvoir surveiller les paramètres vitaux des patients. On manque de tout. Ça fait déjà 20 mois que nous faisons avec le minimum syndical, parce que je pense qu'on est quand même un peuple avec une mentalité qui nous permet de résister malgré tout, de nous battre avec le peu. Sauf qu'aujourd'hui, on a décidé de demander des conditions dignes et de pouvoir justement travailler dans de meilleures conditions parce que malheureusement, les patients, on ne travaille pas sur des machines, on est sur de l'humain et les patients, ça arrive qu'on ait des mauvaises prises en charge qui vont jusqu'à la mort. Donc non, tout le monde ne meurt pas au CHU, mais il y a quand même des décès et le peu ou en tout cas les décès qu'on a, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est une réalité, la population guadeloupéenne est en danger. Bien sûr que c'est une réalité. Lorsque j'entends la RS dire que nous prodiguons des soins de qualité, ce n'est pas la vérité. Nous sommes au chevet du patient tous les jours et la vérité c'est que non, nous ne pouvons pas de toutes les façons, de manière logique, nous ne pouvons pas prodiguer des soins de qualité lorsque nous n'avons pas les moyens. Donc à partir de ce moment-là, il y a trop de non-sens. Je pense qu'il est temps de rétablir la vérité. Il est surtout temps que la situation sanitaire exceptionnelle soit déclarée en Guadeloupe et que les leviers soient activés afin que nous ayons les moyens financiers, matériels, humains, logistiques, afin que nous puissions travailler dans de meilleures conditions, que nous puissions tout simplement respecter nos patients. Et vous, personnellement, ainsi que vos collègues, est-ce que vous avez pu remarquer autour de vous? Est-ce que finalement vous êtes démunis, vous êtes abandonnés psychologiquement? Comment ça va? Je vous demande sincèrement, comment allez-vous aujourd'hui? Alors psychologiquement, c'est vrai que c'est très difficile parce que chaque patient, c'est potentiellement un père, une mère, un ami, un voisin, bref. Nous avons choisi notre métier. Mais par contre, nous n'avons pas choisi de travailler dans ce genre de conditions. Si nous sommes là au chevet du patient, c'est vraiment par vocation, par choix et par amour du métier. Donc forcément, venir travailler et avoir la peur que ça se passe mal, que les patients meurent, c'est pas évident. Par contre, comme je le dis, je répète, nous sommes quand même suffisamment forts pour pouvoir continuer. Mais là, nous tirons la sonnette d'alarme parce que le burn-out, il n'est pas pour seulement les patients de France Télécom. Ça peut arriver à n'importe qui. Nous avons déjà des médecins qui sont partis en burn-out. Et avant justement que tout le monde craque, il est temps de faire le nécessaire. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez assez soutenu par la population guadeloupéenne? Alors, est-ce qu'on se sent soutenu? Non. Alors, soutenu d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas dire que personne n'est là, mais je pense que vu le nombre d'habitants en Guadeloupe, on devrait être plus représentatif parce que là, on n'est pas suffisamment nombreux. Et pour preuve, la directrice de la RS, le premier jour, nous a dit que nous n'étions que 4, alors que nous étions beaucoup plus nombreux. Encore une fois, il y a une forme de mépris et d'ironie des autorités vis-à-vis de notre mouvement, qui est encore une fois un mouvement réel, un mouvement important, un mouvement qui devrait toucher tout un chacun parce que une ville, un pays sans hôpital, c'est un endroit sans vie tout simplement. Nous sommes là pour soigner la vie, pour nous occuper de la vie. Donc il est important que tout le monde se sente concerné parce que comme j'aime à le répéter, si demain on a un problème, si on a une urgence vitale, personne n'aura le temps de prendre un avion pour aller où que ce soit. Tout le monde viendra au CHU et dans mon service aux urgences. Donc il faut que tout le monde se sente concerné. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ce n'est pas seulement le jour où on a un parent ou un proche qui est touché qu'on doit se dire ah oui, effectivement, ils avaient raison. Nous ne sommes pas là pour réclamer une augmentation de salaire. Nous quémandons simplement d'avoir des moyens pour pouvoir travailler. Nous implorons, nous supplions depuis 3 semaines pour pouvoir travailler, quoi. Enfin, c'est presque irréel, j'ai envie de dire. Bonjour, je suis Isabelle Bosch, je suis infirmière puéricultrice. Depuis l'incendie qui a eu lieu en novembre 2017, il faut savoir que la médecine néonatale dont je fais partie
a été délocalisé de nombreuses fois, une quinzaine au total. On a dû effectivement évacuer les enfants sur plusieurs sites et on s'est déplacé donc aux Eaux Claires, la clinique Les Eaux Claires. On a été également à Basse-Terre. On a fait un petit peu à la polyclinique, on est retourné au CHU et en août 2018, on nous a de nouveau demandé de réintégrer donc la polyclinique parce que les services de médecine néonatale ne peuvent pas être éloignés de la maternité. La maternité est partie bien avant nous depuis décembre 2017 et étant donné qu'on commençait à avoir des difficultés par rapport à la prise en charge des mamans et des enfants, il a fallu à tout prix qu'on soit rapproché et c'est le site de la polyclinique qui a été retenu. Le problème, c'est qu'effectivement, l'activité du CHU ne correspond pas du tout à une activité d'un établissement privé. L'activité est vraiment conséquente au niveau des enfants, au niveau des mamans. Et donc, c'est comme si on disait on fait rentrer un éléphant en fait, dans une boîte à sardines. Aujourd'hui, on vous en demande trop par rapport aux moyens que vous avez. On doit travailler avec la même activité dans des locaux inadaptés. Ce n'est pas parce qu'on a réduit nos effectifs en termes de lits qu'on n'a pas la même capacité, enfin que l'accueil n'est pas identique en termes de patients. Les patients ils viennent toujours aussi nombreux, mais avec des lits beaucoup plus restreints et un espace beaucoup plus restreint. En ce qui concerne la médecine néonatale, on est basé au deuxième sous-sol et au premier sous-sol de la polyclinique. Les difficultés que nous on rencontre, c'est vraiment au niveau structurel, c'est le bâti qui nous pose problème parce que quand nous étions au CHU, nous étions dans ce qu'on appelle des services normés. On doit effectivement rassembler un certain nombre de conditions pour pouvoir prendre en charge des enfants. La médecine néonatale, c'est la réanimation néonatale, les soins intensifs et la néonatologie. La réanimation néonatale, ce sont des prématurés, des enfants qui font à peu près 500 grammes à 1 kg. Et nous recevons également des enfants malades qui nécessitent peut-être de la chirurgie ou des pathologies cardiaques, des pathologies digestives. Ce sont des enfants qui sont immatures, fragiles, qui ont une immunité extrêmement basse, voire quasi inexistante. Donc il faut imaginer que ces services dont je vous disais qui sont normés ne doivent pas être exposés tout simplement à l'air extérieur. Ce sont des services au CHU qui sont fermés et qui ont une ventilation qui est assurée de façon interne. La polyclinique ne remplit pas ces conditions et donc nous sommes dans l'obligation de fermer mais sans l'aération qui va avec. Le bâtiment est vieux, il a à peu près 50 ans et la plomberie également, elle a 50 ans également. Le problème, c'est qu'effectivement, le bâti a été préparé à notre arrivée, mais ce n'était que la face visible. Tout ce qui est plomberie n'a pas été remplacé. Et donc, ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de mois d'activité, il y a eu des fuites d'eau usée, non-conformité au niveau de la climatisation, l'humidité ambiante dans une salle fermée, ça crée de la moisissure. Et donc on se retrouve dans des conditions, là je vous donne vraiment qu'un petit aperçu parce qu'il y a beaucoup de non-conformité. On se retrouve dans des conditions qui ne sont pas du tout adaptées à l'activité que nous menons avec des enfants aussi fragiles. On a aussi un gros problème de manque d'espace. Les enfants se retrouvent à 3 dans une pièce. Je vous dis simplement 3 enfants dans une pièce alors qu'au CHU il n'était qu'à 1 enfant par box. Et bien voilà, le risque de transmission croisant il est énorme. Des enfants plus leurs parents plus les soignants dans une seule pièce, on peut se retrouver jusqu'à 11 personnes dans une pièce. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un danger pour la santé de ces enfants-là et même de tous les patients. Vous avez tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui en faisant la grève. Qu'est-ce que vous espérez de cette grève en fait? Vous espérez vraiment une réaction du pouvoir, une réaction du peuple? Qu'est-ce que vous espérez? Alors la sonnette d'alarme, on la tire depuis même avant d'être rentré à la polyclinique. Nous avions déjà vu ces non-conformités, nous les avions déjà signalées. On avait même fait une pétition à la direction pour leur dire que ça ne va pas être possible d'accueillir les enfants dans ces conditions. On y est entré malgré tout. Voilà. Donc ça fait déjà depuis 2018 que nous avions signalé les non-conformités. Et bien là, à l'heure d'aujourd'hui, on est en plein dedans. Et effectivement, on a dû, suite à un événement supplémentaire, dire que non, on n'en peut plus, on ne veut plus être complice de ce qui se passe à l'intérieur de ces murs. Et effectivement, nous avons décidé de faire une grève pour
secouer un petit peu la direction, mais également dire à la population ce qui se passe, parce qu'on nous demande de nous taire, clairement de ne pas dire ce qui se passe. Et là, ce n'était plus possible. C'est être complice de ce qui se passe, c'est mettre en danger le patient, c'est mettre en danger le soignant et mettre en danger aussi mes compétences et mon diplôme. Et ça, ce n'est plus, c'est pas possible. La direction, je ne peux pas dire qu'elle ne nous entend pas, mais la direction est pieds et poings liés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de répondre, ne serait-ce que financièrement, aux besoins colossaux du pôle parent-enfant. Donc effectivement, on remonte à l'ARS, puisque c'est eux qui sont responsables effectivement de tous ces plans qui ont été mis en place. Mais visiblement, l'ARS, elle, fait la sourde oreille, semble ne pas comprendre les besoins immédiats. Parce que nous sommes le pôle parent-enfant, mais il y a également les urgences qui sont dans une situation extrêmement critique. Et on a beau effectivement leur présenter les difficultés que nous rencontrons et les dangers imminents. Ce n'est pas des dangers qui peuvent attendre 2-3 mois. On est vraiment sur quelque chose d'urgent. Ils ne semblent pas nous entendre et nous font des propositions qui s'étendent sur l'année prochaine. C'est pas possible, là. Le manque de matériel, c'est immédiat. Les problèmes de vétusté, c'est immédiat. Les propositions qui nous sont faites relèvent du bricolage. Clairement, les problèmes de vétusté ne vont pas être réglés comme ça. Si on veut régler les problèmes de vétusté de la polyclinique, ce sont vraiment des travaux de fond. Et vu qu'ils n'ont pas l'intention de nous délocaliser, ça voudrait dire que ces travaux-là, s'ils existent, seraient faits en présence des enfants. Ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'il faut passer aux instances supérieures? La ministre? Le président? Je ne sais pas. Alors, il faut savoir effectivement que depuis que le mouvement a été lancé, il y a plusieurs cagnottes qui se sont mis en place. Ce sont des initiatives citoyennes, hein. Donc c'est la population effectivement qui se mobilise pour nous donner un coup de main. Alors on comprend tout à fait la démarche, hein, parce qu'il y a des personnes effectivement qui disent que le simple on te soutient n'est pas suffisant et qu'il faudrait passer à l'action. Le problème, c'est que le CHU, c'est un établissement de santé public. Donc les fonds sont gérés normalement par l'État. Donc il est très important que la population comprenne qu'on ne peut pas les empêcher effectivement de mener des actions, mais il ne faudrait pas qu'ils se dirigent vers nous, il va falloir qu'ils se dirigent vers la direction et c'est la direction qui pourra traiter d'éventuels dons. Mais il faut savoir que la dette du CHU, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose on parle de millions d'euros. Voilà, et même plus, là, c'est les 48 millions immédiats, mais c'est des choses qui se répercutent comme ça d'année en année. Donc effectivement, l'initiative est tout à fait louable, mais ce n'est pas au niveau des grévistes en tout cas qu'il faudra se diriger. Il faudra se diriger au niveau de la direction si effectivement il y a un élan de la population. Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Raïssa Chatonnery-Vaudet, donc je suis sage-femme en maternité au CHU. Alors, les problèmes qu'on rencontre, enfin, il y en a pas mal. Le gros problème qu'on a, c'est qu'en fait, en maternité, depuis l'incendie, on a été délocalisé et donc on se retrouve à la polyclinique qui a bien voulu nous héberger. Mais malheureusement, en fait, la polyclinique n'est pas adaptée à notre activité. On s'est retrouvé à avoir beaucoup moins de lits. Donc on est passé de 80 lits à 24 lits. Alors, je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais ça fait qu'on doit faire des choix sur les hospitalisations, des choix sur les patients qu'on doit garder. Et des choix au quotidien en fait. Il y a des problèmes de canalisation, il y a des problèmes de fuite. Donc en fait, c'est des problèmes qu'on ne peut pas régler comme ça, mais c'est des gros travaux qui doivent être faits. Donc en fait, voilà. démunis. C'est ça. Mais certainement, nous Kenya continuer à rencontrer, nous continuer à sembler, parce que le problème à la santé, ce n'est pas un qui problème à l'hôpital là, c'est le problème à la santé d'une manière générale en Guadeloupe. Yo 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 yo,
Allez,